En traitant les opposants aux méga-bassines d'éco-terroristes, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, criminalise et stigmatise les militants écologistes. Des propos violents qui vont être systématiquement utilisés pour neutraliser toute critique des actions du gouvernement. Alors comment gérer sa communication et ses actions dans un tel climat? Pour mieux répondre à la situation et mieux la décrypter, j'en appelle aujourd'hui à l'éco-terroriste Jean-François Juillard, directeur général de Greenpeace France. Jean-François Juillard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Greenpeace France depuis 2012 et anciennement secrétaire général de Reporters sans frontières. Pour en revenir au terme évoqué par Gérald Darmanin, en quoi le mot éco-terroriste est-il adapté ou non à Greenpeace et à ses valeurs? Mais pas plus à tous les militants écologistes qui se battent aujourd'hui pour la préservation de l'environnement. Le terrorisme, il faut se souvenir de ce que c'est. Le terrorisme, ce sont des attentats meurtriers contre des gens, des victimes innocentes, dans le but de terroriser une population. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Et Gérald Darmanin le sait bien. Donc quand il emploie ce mot-là, c'est justement pour délégitimer ce mouvement-là, pour saper toute la mobilisation qui est de plus en plus forte sur les questions climatiques et environnementales. Donc il le fait à dessein, c'est un choix politique de sa part pour affaiblir ce mouvement qui le dérange de plus en plus. On a des actions qui peuvent être spectaculaires, on a des actions qui peuvent être dérangeantes pour un certain nombre de personnes, mais on a une valeur bien ancrée à Greenpeace depuis la création de Greenpeace en 1971, qui est celle de la lutte non violente, et on reste une organisation profondément attachée au pacifisme, profondément attachée à la non-violence. Mais en organisant toutes ces actions coup de poing, n'avez-vous pas peur que ces actions-là se retournent contre Greenpeace et nuisent à l'image de Greenpeace? Non, mais d'une part, j'ai envie de dire presque, peu importe l'image de Greenpeace, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on n'est pas là pour se faire aimer des gens, on est là pour dénoncer des responsabilités dans les crises environnementales, on est là pour proposer des solutions, on est là pour convaincre que le monde peut fonctionner autrement. Donc on ne fait pas des actions en se disant ça va plaire ou ça va déplaire, on fait des actions en se disant qu'il faut interpeller le grand public, qu'il faut interpeller les pouvoirs politiques, qu'il faut interpeller les acteurs économiques, et pour ça on a besoin parfois de faire des choses qui sont effectivement qui changent un peu de l'ordre habituel des choses. Mais si vous ne faites pas d'action coup de poing, n'avez-vous pas peur que dans le cas contraire, admettons, vos donateurs et vos adhérents arrêtent de vous subventionner? Car ils attendent cela de vous. Non, pas forcément. En fait, les adhérents donateurs de Greenpeace, Greenpeace fait partie des très rares organisations qui sont financées uniquement par des dons de particuliers. C'est-à-dire qu'on n'a pas de subvention publique, on n'a pas de subvention d'entreprise, c'est uniquement des donations d'individus. Et en fait, ces individus savent très bien pourquoi ils donnent, ils connaissent très bien le mandat, la mission sociale de Greenpeace. On pratique la désobéissance civile, on pratique des actions spectaculaires comme celle-ci, mais on ne fait pas que ça non plus. Aujourd'hui, par exemple, on a publié un rapport et une cartographie sur les fermes-usines et sur l'industrialisation de l'élevage en France. Ce n'est pas une action désobéissante, c'est une illustration à travers une étude, une recherche qui partait de données pour illustrer à quel point on a un problème aujourd'hui de concentration des animaux dans quelques fermes en France. Donc on fait tout un tas de choses, on a une palette d'actions qui est très vaste, et ça, les gens qui soutiennent Greenpeace connaissent bien ça. Dernièrement, concernant la lutte contre les méga-bassines, à Sainte-Soline, cette manifestation a laissé derrière elle un militant qui est aujourd'hui entre la vie et la mort, et de nombreux blessés, et ce, à la suite des interventions des forces de l'ordre. Si aujourd'hui, les ONG sont victimes de répression en faisant des actions pacifiques, vers quoi nous dirigeons-nous précisément ? C'est difficile de vous dire vers quoi on se dirige. Ce qui est sûr, c'est qu'on sent aujourd'hui dans la société française, mais ça va bien au-delà de la société française, on sent de plus en plus d'inquiétude sur la crise climatique et les crises environnementales au sens large. C'est aussi la biodiversité, c'est aussi les crises liées à la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, etc. Donc il y a de plus en plus d'anxiété par rapport à ça. Et cette anxiété, souvent, elle se manifeste aussi par une colère de plus en plus grande, par une envie de plus en plus grande d'agir et qui est parfois nourrie par de la colère. Donc il y a de plus en plus d'envie de mener des actions qui soient efficaces, impactantes. Et en face de ça, on se retrouve, là pour le coup en France, dans d'autres pays aussi, mais c'est pas toujours le cas, on se retrouve avec une gestion de ça qui est de plus en plus brutale et autoritaire. Donc il y a pour nous une réaction clairement disproportionnée de la part des forces de l'ordre, et c'est ce qui s'est passé à Sainte-Soline. À Sainte-Soline, il y avait un dispositif policier qui était
mais je veux dire sans commune mesure avec ce qu'on a l'habitude de voir dans des mobilisations militantes. Il y avait plusieurs milliers de policiers pour protéger. Je rappelle, la méga-bassine n'était même pas construite, c'était un trou dans la terre. C'est-à-dire que c'est plusieurs milliers de policiers qui ont été mobilisés pour protéger un trou dans la terre. Il n'y avait rien à casser, il n'y avait rien à voler, il n'y avait rien à abîmer. Voilà, c'est juste un trou dans la terre. Et ensuite, il y a eu, je ne sais même plus combien de milliers de grenades de désencerclement ou de grenades lacrymogènes qui ont été tirées. Enfin, vous avez vu les images comme moi, c'était des scènes de guerre, quoi. Donc personne n'est sorti satisfait de tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on a eu le sentiment que là aussi, la réponse du gouvernement et la réponse des forces de l'ordre, elle était totalement disproportionnée et encore une fois, sans commune mesure avec l'enjeu. Encore une fois, ces militants-là, qu'on partage ou pas leur combat, ils viennent pour protéger le vivant, ils ne viennent pas pour détruire quoi que ce soit, pour le plaisir de détruire quoi que ce soit. Donc voir en face autant de policiers qui sont là pour empêcher de protéger le vivant, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Dans ce cas, en quoi cette forme d'intimidation limite la liberté de communiquer des ONG et plus précisément celle de Greenpeace ? Alors pour l'instant, il n'y a aucune entrave à notre liberté de communication ou à notre liberté d'action. Greenpeace n'a encore jamais renoncé à faire quelque chose parce qu'on se sentait intimidé, parce qu'on se sentait sous pression ou sous surveillance. Mais on a la chance d'être une grosse organisation, d'avoir des capacités de se protéger, de se défendre, d'avoir du soutien, ce qui n'est pas toujours le cas de beaucoup d'organisations locales. Donc c'est infiniment plus difficile pour des associations locales, souvent de plus petite taille, souvent sans moyens financiers, sans soutien juridique, d'agir que pour des organisations comme Greenpeace. Mais c'est vrai qu'on sent bien que là, on est dans un climat où le discours politique est très virulent, la réponse du gouvernement est très virulente, la réponse des forces de l'ordre dans les mobilisations est très virulente. Ce qui nous protège encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les tribunaux. Jusque-là, les tribunaux sont plutôt on va dire relativement bienveillant avec les militants écologistes, en tout cas en France. On voit en Angleterre aujourd'hui que des militants commencent à faire des peines de prison ferme pour avoir milité contre le dérèglement climatique. Si ça arrive demain en France, c'est vrai que ça va être de plus en plus compliqué d'agir sur ces sujets-là. Il se trouve que Greenpeace rencontre généralement un succès médiatique important. Et en quoi aujourd'hui cette couverture est, on va dire, une sorte de carte d'immunité pour Greenpeace ? Alors, ce n'est pas une immunité, mais c'est vrai que c'est une protection. La visibilité, la notoriété, la légitimité, la reconnaissance d'une organisation fait qu'on se sent un peu plus protégé, encore une fois, que d'autres organisations. Gérald Darmanin, qui a le verbe lourd avec tout un tas d'organisations, jusque-là ne s'en est encore jamais pris à Greenpeace. Ça viendra peut-être, mais il n'a jamais menacé Greenpeace de dissolution. Or, nous aussi, on mène des actions illégales que Gérald Darmanin ne doit pas porter dans son cœur. Donc voilà, encore une fois, c'est pas non plus un gage de protection et d'immunité, hein. On est régulièrement poursuivi en justice et on doit régulièrement se défendre dans les tribunaux. Et on a eu dans le passé, à plusieurs reprises, des militants agissant pour Greenpeace qui ont été condamnés, là aussi, à des peines de prison avec sursis. Donc il faut qu'on soit prudent et on continue de se défendre et tout ça. Ce qui se passe en ce moment, c'est que cette pression-là, elle crée aussi une solidarité plus grande entre les différentes associations et entre les différentes organisations, quelles que soient les causes d'ailleurs. Quand la Ligue de défense des droits de l'homme est menacée, toutes les associations, quelle que soit leur cause, se disent il faut agir ensemble. On a beaucoup agi et travaillé avec tout un tas d'organisations environnementales pour avoir une réponse commune, pour se préparer, pour renforcer notre droit à exister, notre droit à agir, notre droit à manifester. En parlant d'agir et d'exister, il se trouve que Greenpeace est très active et présente sur les réseaux sociaux. Elle comptabilise d'ailleurs près de 800 000 abonnés sur Facebook, 450 000 sur Twitter et 300 000 sur Instagram. Mais parallèlement, face à des utilisateurs de plus en plus jeunes et connectés, et une situation climatique de plus en plus alarmante, comment éviter une communication de la peur et aussi de l'éco-anxiété chez les jeunes ? On ne peut pas l'éviter. On ne cherche pas forcément à l'éviter. Nous, on cherche à dire ce qui est. On ne ment pas sur la réalité de la crise climatique et des crises environnementales. On n'essaie pas d'atténuer ça. On n'essaie pas de faire croire que cette crise n'est pas grave ou ne va pas s'aggraver encore. Donc on est dans un discours de vérité. Ensuite, on essaie de rappeler aussi que des solutions existent.
On ne laisse jamais personne croire que tout est fichu. C'est pas l'attitude de Greenpeace. On continue d'agir, il faut continuer de se battre, il faut continuer de lutter, justement parce que des solutions existent et qu'on ne peut pas, si on ne peut pas empêcher la crise climatique, on peut en atténuer les conséquences. Si on ne fait rien, ce qui est sûr, c'est qu'on va au contraire aggraver les conséquences, et ce qui est en train de se passer dans différents pays va se passer demain un peu partout sur la planète. Donc il faut continuer d'agir. Mais donc c'est notre manière quelque part d'avoir un discours qui ne soit pas uniquement anxiogène. Je pense qu'il faut regarder la réalité en face. Elle est difficile à regarder. Mais ensuite, il faut se souvenir qu'il y a des possibilités d'agir et qu'il faut agir justement pour éviter le pire, parce qu'on peut encore éviter le pire si on ne peut pas éviter la crise qui est déjà là. Vous parliez de solutions. Il se trouve qu'en 2015, vous aviez écrit un livre qui s'intitule « Les veilleurs du ciel », dans lequel vous imaginez un monde sans carbone selon les écologistes. Aujourd'hui, à la tête de Greenpeace depuis plus de 10 ans, quels seraient les chapitres que vous souhaiteriez ajouter à ce livre et quelles seraient les démarches que l'on pourrait imaginer aujourd'hui en 2023 ? C'est pas simple. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque de ce livre, tout ce dont je ne parlais pas, c'était tout ce qui touchait au modèle économique. Aujourd'hui, on est de plus en plus précis dans les transformations qu'on propose pour le modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement climat au sens large, mais à Greenpeace, c'est certain, on est convaincu que si on ne transforme pas notre modèle économique, on ne parviendra pas à régler ces crises environnementales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle économique dans lequel on vit, qui repose sur un capitalisme largement exacerbé et une mondialisation outrancière, fait que on ne parvient pas à résoudre la crise climatique parce qu'on ne parvient pas à réduire la pression sur les écosystèmes, qu'on ne parvient pas à réduire notre consommation d'énergie, qu'on ne parvient pas à réduire notre consommation de matières premières et de matériaux. Donc quelque part, la pression mise sur les écosystèmes permettant la vie, elle est toujours de plus en plus forte. Et ça, on pense que si on ne parvient pas à transformer la manière avec laquelle on pratique les échanges économiques, avec laquelle on mène nos économies dans les différents pays de la planète, on n'y parviendra pas. Donc ça, j'en parlais pas dans le bouquin Les veilleurs du ciel en 2015, parce qu'il était focalisé sur d'autres situations, et notamment sur la transition énergétique et la sortie des énergies fossiles et l'accélération du développement des énergies renouvelables. Donc il y a plein de choses à ajouter là-dessus, voilà, entre autres. Mais il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Jean-François Jullard, merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre disponibilité. Je vous remercie d'être présent dans le cadre de notre émission Regard avec les étudiants de l'EMI. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.